Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et ce matin, en direct dans le studio de la matinale, Marie-Madeleine Doré-Lucas, chef de file de la France Insoumise pour les élections régionales. Elle est venue de Pontivy jusqu'à notre studio, malgré le meeting de hier soir. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. Et merci à vous d'être venu jusqu'à nous. On va donc parler de politique, on va parler des élections régionales ce matin. Et on va commencer par un sujet qui préoccupe les Bretons, c'est l'environnement. Oui. On a entendu beaucoup parler hier de cette fuite dans cette plateforme de forage, ce bateau de forage en baie de Saint-Brieuc. Mais on pourrait y ajouter aussi l'agriculture avec cette enquête de Splan, collectif breton de journalistes d'investigation qui parle de pollution de l'air avec l'ammoniac en Bretagne. La France Insoumise s'intéresse aux questions d'environnement. Alors, on vous a un peu reproché de vous être un peu raccroché au wagon. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Raccroché au wagon, non. L'écologie n'est pas l'apanage des Verts. C'est une question sociétale, c'est une question pour les générations futures. On ne peut pas perdurer dans un modèle agricole intensif avec des pesticides à outrance qui provoquent des dégâts collatéraux et notamment des dégâts pour notre environnement et pour la santé des paysans. Combien de paysans aujourd'hui sont malades? Jusqu'à quand on va continuer ainsi? C'est finalement l'industrie agroalimentaire que vous pointez du doigt? Oui, tout à fait, les pratiques de l'industrie agroalimentaire. Interrogez les ouvriers de Triskalia, vous verrez. Alors justement, aujourd'hui, dans ces élections régionales, avec cet enjeu environnemental, quel est finalement le programme de la France Insoumise pour changer ce modèle ou le faire évoluer, en tout cas au début? Alors, la France Insoumise a un programme très clair à ce propos, c'est de s'engager dans la bifurcation écologique. Nous mettrons 1 milliard d'euros pour cette bifurcation écologique, et notamment dans tout ce qui est économie de la mer, tout ce qui est autonomie énergétique, et tout cela passera évidemment par la création d'un vice-président de région dédié à cela, et évidemment cela passe par la formation professionnelle. Il faut faire former à de nouveaux métiers, des métiers dans l'industrie, dans l'énergie, dans la construction, nouvelle construction de bâtiments, et puis vers une agriculture paysanne, vers de l'agroécologie, de la permaculture, etc., qui aussi, au demeurant, renforceront notre autonomie alimentaire et notre souveraineté industrielle. Voilà, souveraineté industrielle, le mot est lâché, parce qu'aujourd'hui, quand on parle agroalimentaire, on oppose forcément les emplois en disant, voilà, il y a de nombreux emplois en Bretagne, c'est le premier employeur breton. Oui. Si on casse la dynamique, on casse les emplois. Comment faire que la transition soit plus douce finalement? Alors la transition sera plus douce si on accompagne les ouvriers dans le cadre du secteur agroalimentaire, si on met en place de véritables conditions de travail dignes de ce nom. Parce qu'on parle d'écologie, mais nous sommes les seuls à prendre en considération l'aspect social. Vous avez 92% des maladies professionnelles qui sont des troubles musculo-squelettiques liés à la pénibilité, liés au cadencement. Donc ça suffit, il faut des conditions de travail dignes avec des rémunérations dignes. Alors sur le volet environnemental, je le disais en commençant, il y a cette enquête qui a été sortie par Splan, ce collectif breton de journalistes d'investigation autour de l'ammoniac. Est-ce qu'il va falloir aussi accompagner le monde agricole pour que les pratiques changent, qu'on ne soit plus obligé de dépendre des produits dans les champs qui polluent finalement? Oui, alors nous voulons une sortie des pesticides sous les 10 ans à venir, et puis il faut véritablement accompagner, c'est-à-dire qu'on mettra en place une conditionnalité des aides publiques et on accompagnera les agriculteurs qui s'orientent vers de la bifurcation écologique. Et aussi, on a dans notre programme, d'ailleurs la Confédération paysanne nous a salué pour cela et reprendra
sera notre thématique dans le cadre des présidentielles, l'annulation de la dette paysanne. Vous avez aujourd'hui des agriculteurs, moi je dis des paysans, mais ce sont des agriculteurs aussi, qui sont complètement endettés jusqu'au cou, qui sont ubérisés, pieds et poings liés à des coopératives qui n'ont de nom que de coopératives. Donc en 2022, on organisera une conférence sur l'annulation de la dette paysanne où on mettra autour de la table tous les acteurs concernés. Il y a une grande détresse des agriculteurs aujourd'hui, alors qu'ils se sentent un petit peu pointés du doigt. Alors on a parlé d'agribashing, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qui se sentent pointés du doigt voilà, pour leurs pratiques. Il faut justement les accompagner aussi, j'allais presque dire psychologiquement, dans cette sortie, dans ce changement, dans cette mutation. Oui, tout à fait. Moi, je suis fille de paysan. Il faut arrêter de les stigmatiser. On a une politique agricole commune qui a poussé à l'agriculture intensive. Les paysans ne sont pas les seuls responsables. Vous avez des particuliers aussi qui ont des pratiques tout à fait lamentables. Voilà, donc il faut les accompagner. Le désherbage du dimanche. Voilà, le désherbage du dimanche. Et puis les agriculteurs peuvent tout à fait être des jardiniers de la nature. Considérons-les comme ils sont. Par contre, j'observe, et moi-même, je connais des gens qui se sont suicidés. Le suicide paysan est une réalité. D'ailleurs, je profite au passage pour dire que j'ai lu récemment un article, je crois que c'était le journal Libération, et le Rassemblement national de dire, pour un agriculteur qui s'était pendu, j'espère que la corde, elle est au moins française. C'est terrible ce lamentable. Lamentable. Vous parlez de Rassemblement national, ça nous ramène à la politique et aux élections régionales. Le Rassemblement national qui est donné à 20% par un sondage qui est sorti la semaine dernière, sondage Ipsos, Sopra Steria, France 3. Est-ce que ça vous inquiète, cette montée du Rassemblement national en Bretagne? Alors déjà, moi les sondages, je me départis complètement des sondages. Beaucoup de médias font aujourd'hui la publicité pour le Rassemblement national. Donc voilà ce que je dis. Ce que je dis aussi, c'est qu'il y a une désespérance populaire. On a vu et on a constaté le mouvement des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, on a des territoires marginalisés de la République, des territoires ruraux où il n'y a plus de services publics. Voilà, parce qu'on parle beaucoup des banlieues, finalement, des périphéries, des villes, mais les territoires ruraux, il y a urgence. Alors justement, comment revitaliser ces territoires, comment les rendre à nouveau attractifs? L'attractivité des territoires passe par la considération des territoires et par le maintien et le développement des services publics de proximité. La santé, l'éducation, la culture, les transports. D'ailleurs, les transports, je fais partie, et nous faisons partie, nous, à la Bretagne insoumise, de ceux et celles qui défendons la réouverture des lignes intérieures. On s'est mobilisé à Pontivy pour réouvrir la ligne Saint-Brieuc-Auray. Voilà, ligne fermée depuis plusieurs années. Oui, par la droite à l'époque, au Conseil régional. Donc aujourd'hui, il y a un collectif Centre-Bretagne en train, dont je vais faire partie, qui œuvre pour ce faire. Aujourd'hui, le désenclavement de la Bretagne intérieure passe par la réouverture des lignes intérieures. Ça suffit, le tout TGV. Et quand on observe aujourd'hui le nombre de jeunes et de moins jeunes qui utilisent les cars, on comprend qu'il y a un intérêt à réouvrir cette ligne. Et d'autres, je pourrais parler de Rennes-Caen. Il y a aussi le fret ferroviaire, parce qu'il y a le transport des voyageurs, le transport du quotidien, et il y a le fret ferroviaire. Aujourd'hui, on se plaint en Bretagne qu'il y a trop de camions sur les routes. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut combiner les modes de transport, faire du rail-route, mais surtout axé sur le transport ferroviaire, et puis il y a aussi le fluvial, le maritime, c'est-à-dire qu'il faut combiner les modes de transport. Les autres pays européens le font. Et puis ça réduirait d'autant les gaz à effet de serre. Voilà, alors j'allais dire, il y a un aspect aussi environnemental. On peut imaginer des trains, par exemple, qui roulent à l'hydrogène, puisqu'on parle beaucoup de l'hydrogène, qui est une grande promesse pour l'avenir. Oui, tout à fait. Effectivement,
il y a d'autres sources d'énergie qu'on peut utiliser. Et puis, le train, par exemple, puisqu'on parlait à l'instant du train, il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus ou ne peuvent pas conduire, qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule. Donc ça participe aussi de la cohésion sociale. Voilà, on peut parler aussi des personnes âgées qui ne conduisent plus et qui ont besoin de se déplacer, particulièrement au milieu rural. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Donc ça participe de ce qu'on appelle l'égalité. Le service public est gouverné par un certain nombre de principes, et un principe fondamental est celui de l'égalité d'accès à tous. Alors l'égalité d'accès aussi... Au nom de l'intérêt général. L'égalité, c'est aussi l'égalité face aux soins. On voit aujourd'hui que dans certaines régions en Bretagne, on a du mal à trouver un médecin, une infirmière, parce que quand le médecin ou l'infirmière partent à la retraite, eh bien, ils ne sont pas remplacés. Est-ce qu'il doit falloir avoir une politique plus volontariste? Est-ce que la région peut peser là-dessus? Alors moi je pense que tout d'abord, il faudrait que la région copilote l'ARS. Ça c'est un point important. L'Agence régionale de santé, pardon, nos auditeurs. Les acronymes, pardon. Et puis, je pense vraiment qu'il faut soutenir la proposition de loi Garot. C'est un député du Maine-et-Loire. Non, pas du Maine-et-Loire. Enfin, un député de la région Pays de la Loire, en tout cas. Et c'est aujourd'hui de mettre en place des mesures contraignantes pour obliger les médecins à s'installer sur des zones sous-denses. Et puis il y a la question évidemment du numerus clausus. Autrement, nous avons aussi les contrats locaux de santé qui sont mis en place par les intercommunalités, et la région peut appuyer ces contrats locaux de santé. Alors on voit des villes qui testent aussi des maisons de santé. Est-ce que c'est déjà un bon point de départ? Oui, c'est un bon point de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une carence de l'État. Et les maisons de santé qui rentrent pas dans le cadre du champ de compétences des collectivités territoriales, ces collectivités le font quand même, parce que quand il y a un intérêt local et que le privé n'est plus intéressé pour s'installer, les collectivités territoriales prennent le relais. Au regard de la loi, c'est possible. Alors vous parliez des services publics, il y a aussi simplement la Poste. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'emblème des villages. On va à la Poste pour poser un courrier, même si on envoie un peu moins de lettres. Le courriel est passé par là, les emails, mais on envoie encore du courrier aujourd'hui, ou simplement des colis. Est-ce que là aussi, il y a un travail de remaillage à faire, particulièrement dans les zones rurales? Oui, énorme. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. On a, moi je vois même à Pontivy, ville-centre, 15 000 habitants, où le facteur ne passe plus le samedi. Donc aujourd'hui, alors on a créé aujourd'hui des bureaux de poste qui centralisent un certain nombre de services. Je dis c'est pas normal, mais qu'a fait l'État? On est aujourd'hui dans une logique de rentabilité au détriment de l'intérêt général. Alors, on parle de décentralisation, justement. Est-ce qu'il n'y a pas le contrepoint, la contrepartie de la décentralisation en disant l'État se désengage? Vous savez, la décentralisation, elle date de 82, 83, les lois de fer. La décentralisation devient une sorte de miroir aux alouettes. Quand vous décentralisez, vous devez mettre en face les moyens suffisants, les moyens financiers et humains. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de compensation à 1 euro près. Et cette décentralisation, elle n'est pas solidaire. En plus, on assiste, puisque vous parliez tout à l'heure d'aménagement du territoire, à une métropolisation galopante et à la relégation des territoires ruraux et des zones périphériques. Alors, on le voit aussi avec, en termes d'aménagement du territoire, les équipements. Alors, la fibre, on en parle beaucoup dans cette campagne électorale, la fibre. Alors, ça va passer vite, mais comment faire en sorte que ça aille plus vite, justement? La question est peut-être un peu bancale, mais voilà. La question est bancale, non, c'est une question importante. Quand vous vous installez, quand vous créez votre propre structure, il est nécessaire d'avoir la fibre pour pouvoir travailler à la maison. Et aujourd'hui, on prône le télétravail. Comment voulez-vous télétravailler si vous n'avez pas la fibre et si vous n'avez pas accès à Internet correctement? Moi, j'ai donné, dans le cadre du confinement, beaucoup de cours en visio, et malheureusement, il y a des moments où j'avais des coupures. Comment voulez-vous correctement effectuer
effectuer votre travail. Bon, le partenaire qu'a choisi la région, il y aurait beaucoup à dire, hein, Mégalis. Et puis, il faut avoir le courage politique à un moment de faire les choses comme il se doit. Alors là aussi, on parle d'équilibre du territoire. On voit que les métropoles sont mieux servies en termes de fibres que les campagnes. Alors, il en va de même aussi pour l'égalité territoriale. On voit, vous parliez de métropolisation tout à l'heure, Marie-Madeleine Doré-Lucas. Aujourd'hui, on voit des territoires qui commencent à se développer parce que simplement des métropolitains sont venus, on l'a vu beaucoup, on a parlé des Parisiens, on les a mis un peu sous ce terme générique, sont venus à la campagne pour s'y installer, trouver un autre cadre de vie, une autre qualité de vie, et surtout y travailler, y télétravailler. Mais voilà, ça implique aussi des infrastructures. Là aussi, il faut que la région soit plus volontariste. Il faut que la région, évidemment, soit volontariste, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la politique mise en place par la région, c'est une politique qui concentre les services dans les métropoles et qui n'a pas une action volontariste sur les territoires ruraux. Donc, aujourd'hui, il y a une inégalité territoriale flagrante et qui plus est, les urbains qui s'installent chez nous sur les territoires ruraux veulent les mêmes services qu'en métropole. Comment faire ? Voilà, c'est comment on emmène la ville à la campagne, finalement. Voilà, tout à fait. Justement, on sent que certains territoires ruraux se sentent délaissés. Et vous parliez de désespérance tout à l'heure, en évoquant le monde agricole en particulier. On voit cette désespérance qui gagne dans les urnes. Le Rassemblement national qui progresse, on parlait de sondage tout à l'heure, mais on le voit progresser en Bretagne, qui n'est pas spécialement une terre d'élection de ce parti. Comment redonner espoir aux territoires ruraux et puis finalement faire de la politique? Déjà, commencer par une véritable politique où on maintient et on développe des services publics au nom de l'intérêt général. Et je le répète, l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Ensuite, vous savez, la désespérance populaire vient de la marginalisation et du manque de considération des territoires ruraux. Or, nous prônons la solidarité et la coopération entre les territoires. Vous parliez aussi tout à l'heure de décentralisation. La décentralisation n'est pas une décentralisation solidaire. On met en concurrence les territoires, d'ailleurs, les pôles de compétitivité. Non, ce n'est pas comme cela qu'il faut faire. C'est de coopérer et d'instiller de nouvelles pratiques, transférer des bonnes pratiques sur les territoires. Et surtout, nous donner les moyens financiers pour ce faire. Alors, on parle aussi de changement au niveau de l'organisation de la Bretagne et d'autres régions. Alors, toujours cette idée de retour de Nantes en Bretagne. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, cela passe par une consultation citoyenne. Il faut les consulter eux, ensuite nous consulter nous. Mais j'ai envie de vous dire, toute cette question qui revient, l'Assemblée unique de Bretagne, l'Europe des régions, pourquoi pas ? Ça fait partie du débat, mais ce ne sont pas des questions de niveau régional, mais de niveau national. Et quel est l'apport de la solidarité nationale par rapport à cela? Alors justement, l'Assemblée de Bretagne, on l'a surnommée comme ça avant même qu'elle existe, mais est-ce que ça ne permettrait pas peut-être d'avoir une plus grande fluidité? On a une forme de millefeuille administratif, ce fameux millefeuille administratif, une forme de fluidité, puis peut-être de permettre aux Bretons, aux Bretonnes de mieux se repérer. Qui fait quoi finalement? Alors je ne sais pas si ça donnera de la fluidité. Maintenant, si on réalise cette Assemblée unique de Bretagne, on va aussi, la question des départements va se poser. On va créer du jacobinisme régional. Et puis, autant d'un point de vue historique, pourquoi pas. Mais si c'est uniquement pour servir des intérêts économiques au détriment des territoires ruraux, je me pose véritablement la question. Alors il y a aussi les jeunes qui constituent un grand espoir aujourd'hui. On les a vus, ils ont souffert, les jeunes, les étudiants pendant cette pandémie, cette crise. Ils continuent d'ailleurs de souffrir, il ne faut pas croire, on est toujours dans cette crise. Mais aujourd'hui les jeunes s'intéressent à la politique. Alors on dit que ce n'était pas leur préoccupation première. En tout cas, ils s'intéressent au monde qui les entoure, s'engagent parfois pour des actions humanitaires, écologiques. Est-ce que pour vous, amener les jeunes sur les territoires, les maintenir sur place, ça constitue aussi un espoir de grands changements pour la région, pour la Bretagne? Bien sûr, l'avenir passe par les générations futures. On n'est pas immortel, comme dirait l'autre.
Moi, j'interviens à l'UBS à Lorient, donc je côtoie énormément d'étudiants. Ils ont envie de faire quelque chose. Et ils ont envie aussi d'innover. Le conformisme ambiant de leurs aïeux, c'est fini. Alors ces jeunes, je les ai rencontrés pas plus tard que l'autre soir en distribuant des tracts à Pontivy. Et ils m'ont dit, mais concrètement, vous, qu'allez-vous faire, la région, pour nous? Et on leur a répondu, d'abord, la gratuité des TER pour les moins de 25 ans. La gratuité des manuels pédagogiques. Vous savez, quand vous sortez de milieux modestes, c'est difficile d'avoir l'équipement pédagogique comme il se doit. C'est aussi des protections hygiéniques gratuites. Tout cela participe d'une solidarité envers nos jeunes, qui sont l'avenir de demain. Hein. Voilà, alors on a l'impression que les jeunes veulent faire plein de choses, puis qu'on les verrouille un petit peu. Oui, parce qu'il y a toujours la peur de ces jeunes qui pourraient révolutionner. Non, ça passe par eux, parce qu'ils ont de belles énergies. Voilà, alors je parle sous le contrôle de notre stagiaire, un jeune homme qui assiste à l'entretien. Voilà, je lui fais un petit clin d'œil. Marie-Madeleine Doré-Lucas, on est dans un contexte particulier, contexte pandémique, c'est une chose, et également un contexte un peu inédit pour la Bretagne. 13 listes, beaucoup de candidats et de candidates. Il y a aussi un invité, c'est l'abstention. Est-ce que c'est quelque chose qui, là aussi, vous tracasse? Est-ce que vous avez envie de dire, par exemple, aux jeunes, allez voter? Oui, bien sûr, ça va sans dire. Parce qu'il ne faut pas laisser les autres décider à notre place et à leur place. Bien sûr, l'abstention, malheureusement, va être la clé de ce scrutin. Mais je pense aussi que le couplage des élections départementales, régionales, n'est pas bon. Et puis surtout, il faut informer les personnes des lieux où seront tenus les bureaux de vote. Je vois à Pontivy, à cause du Tour de France, le Palais des Congrès n'organisera pas, ou en tout cas il n'y aura pas de bureau de vote. C'est centralisé à un autre endroit, et je constate que les citoyens pontiviens ne sont même pas informés de l'endroit où se tiendront ces bureaux de vote. Alors justement, vous mettez le doigt sur, j'allais presque dire, une forme de concordance des temps ou de dissonance des temps, en l'occurrence, avec ces deux élections, puisque vous l'avez rappelé fort justement, il y a aussi des élections départementales. On a l'impression que les gens ont du mal un petit peu à s'y retrouver, hein, les électeurs, les électrices. Et puis il y a le Tour de France. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre cette élection ou de lancer le Tour de France à ce moment-là? Mais non, sans méchanceté pour le Tour de France. Oui, non, mais j'ai rien contre le vélo, je pratique beaucoup de vélo, donc voilà. Mais faut arrêter. Déjà que c'est difficile, déjà que je pense que il faudrait former nos jeunes et nos moins jeunes et leur donner des clés de compréhension sur la mécanique de fonctionnement de notre démocratie et de l'intérêt d'aller voter eu égard aux compétences importantes de la région en matière de développement économique, en matière d'aménagement du territoire, de formation professionnelle, de transport, etc. Et puis, pour le département, l'importance du département s'agissant de l'action sociale, s'agissant aussi de la solidarité. Alors, j'allais y venir, la Bretagne a bien résisté pendant cette crise. Ceci dit, on a vu la précarité, comme dans d'autres régions, augmenter fortement. Est-ce que là aussi, il va falloir un grand plan précarité? Alors, je sais, on parle beaucoup de grands plans, hein, environnement et autres, mais est-ce qu'il va falloir un grand plan précarité? Est-ce qu'il va falloir se pencher sur cette question? Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui des gens qui sont dans une situation de misère sociale. C'est la compétence des départements. Nous, la région, on viendra en appui. Je pense que la région doit coopérer avec les départements pour mettre en place ces plans de solidarité. Et encore ces plans, un plan par-ci, un plan par-là. On a eu des plans de relance lancés par l'État, mais je pense que c'est être à côté des gens sur les territoires, recenser leurs demandes et puis les accompagner. Alors, la solidarité, c'est souvent les associations aussi. Est-ce qu'il faut leur donner plus de moyens, leur permettre d'aller sur le terrain? Bah écoutez, vous prêchez une convaincue. Moi, je suis membre de plusieurs associations. Les associations Loi 1901 sont des partenaires essentiels et fondamentaux des collectivités territoriales. Que ferait
les collectivités et l'État sans le monde associatif. Mais par contre, en matière de subventions aux associations, c'est bien souvent le parcours du combattant, et puis les dossiers ne sont pas forcément simples. Donc je pense que là, il y a tout un travail de simplification. Et puis vous devez arrêter, enfin en tout cas, les associations, faut arrêter de quémander. Moi, je trouve ça très frustrant, vous voyez. Voilà, alors, vous savez, les radios associatives quémandent parfois. Oui, voilà. mais Justement, un dernier mot sur le monde culturel, hein, qui a souffert aussi. Un dernier mot là-dessus, la culture. Hein. On a l'impression qu'elle passe un petit peu au second plan. Alors la culture est une compétence partagée entre toutes les collectivités territoriales. La culture est essentielle pour l'émancipation citoyenne. On soutiendra les lieux de spectacle, de culture, le 1% artistique. Et hier soir on était à Lorient, on soutient les intermittents du spectacle. Et je peux vous dire que à Pontivy, vendredi soir, nous aurons une personne qui fait partie des intermittents du spectacle qui nous fera un petit sketch. Il faut véritablement les soutenir et puis s'opposer à cette réforme de l'assurance chômage, prolonger leur année blanche, etc. Parce que ils vivent une situation là très 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 difficile. Et puis la culture, je voulais dire aussi une chose sur la culture, puisque on parlait tout à l'heure des jeunes. La culture, c'est la diversité des programmes. Je n'ai rien contre la culture, ou en tout cas la musique bretonne. Je parle le breton du pays pour l'être, mais il n'y a pas que les brisous. Il faut aussi d'autres musiques. Tout cela doit être éclectique, pour répondre à la demande. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va se quitter sur la culture. Marie-Madeleine Doré-Luc. Alors, vous parlez breton, je l'ai noté, je transmettrai à Michel Briziac. Je rappelle que vous êtes chef de file de la France Insoumise pour les élections régionales et vous étiez notre invité en direct dans les studios de Bretagne 5. Vous êtes venu de Pontivy ce matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous et belle journée à vous tous. Et continuez Bretagne ainsi. 5 matin, Stéphane Hamon.